Alors, s'agissant du régiment du service militaire adapté, Oui, nous avons fait une enquête, un reportage sur cette, Oui. sur cette institution. Il est évident que d'après les réponses qui nous avaient été données par le responsable du régiment ici, on n'accepte pas les gens qui ont déjà un casier judiciaire. Hein. C'est complètement différent. Et même, et actuellement, ils sont presque en surcapacité. oui. Sauf Alors, si l'État dote, les dote Oui, de oui. moyens, parce que j'ai fait vraiment un reportage là-bas passionnant. Oui. Ils sont très engagés, mais ils sont limités aussi par les Oui, moyens. tout à fait. Alors, il faut quand même savoir que le centre de la Guadeloupe et dans les Antilles en général, les Antilles françaises, constitue un centre de référence. C'est-à-dire qu'on a réouvert le RSMA dans Exact. d'autres départements de l'Hexagone sur la base de ce qui se faisait chez nous. Donc, par conséquent, on peut dire qu'il y a un travail d'excellence qui se poursuit. Alors, j'ai effectivement essuyé cette fait de nous recevoir quand j'ai proposé d'accueillir des sortants de prison, et donc l'argument que vous avez souligné m'a été opposé. Tout à fait. Alors, ce que je peux comprendre, des jeunes en difficulté qui n'ont pas réussi dans le parcours scolaire classique, qui n'ont pas réussi à avoir un BEP, un CAP, un bac et plus, et par conséquent qui vont recevoir dans un organisme qui va prendre le temps de les écouter, de les former, de les accompagner, mais surtout aussi, je dirais, de les faire toucher du doigt la réalité. Parce que la difficulté des jeunes adultes qui sont en échec scolaire, c'est parce qu'ils ne voient la formation que comme quelque chose de théorique, assis sur les bancs d'une école, et ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Alors qu'avec le RSMA, ils sont inscrits dans cette réalité, ils touchent du doigt cette réalité, et ils ont un projet professionnel précis. Tout à fait. Quand vous êtes en troisième, seconde, vous avez une idée vague, peut-être que vous irez au bac, peut-être pas. Là, ils sont dans la réalité. Donc il y a une formation, il y a bien sûr évidemment la discipline, bien sûr, donc la discipline avant tout pour le respect de soi et pour le respect des autres. C'est pas la discipline pour se plier, c'est pour être respectueux des règles sociales, des êtres humains et des valeurs de la société. Donc une discipline, une formation professionnelle avec une implication sur le terrain où il touche du doigt cette réalité et avec un projet précis qui vont leur permettre d'obtenir en 2 ans, en 3 ans, un diplôme qu'ils vont utiliser et avec lequel ils trouveront du travail. Et ils font même mieux, ils font de l'insertion. Hein. Ils font de l'insertion, voilà. J'ai trouvé ça formidable. Parce que, effectivement, dans le grand public, on a l'impression que le SMA, c'est uniquement la formation, mais il y a aussi le volet insertion. J'ai trouvé ça admirable. On qualifie la Guadeloupe de gigantesque poudrière sociale à ciel ouvert. Avec les éléments que nous avons aujourd'hui, avec les éléments statistiques que nous avons, lorsque nous avons participé à une réunion avec les autorités et le corps judiciaire, les avocats, les magistrats, qui ont donné des chiffres effarants. Vous êtes certainement au courant. Le nombre de plaintes, par exemple, le nombre de plaintes pour problèmes de voisinage, etc., pour agréger, etc. 12 000 sur Basse-Terre, 18 000 sur la région de Pointe-à-Pitre. 30 000 plaintes par an en 2015. Ouais. Mais de quoi tout ceci est le symbole? Alors, d'abord, le symbole d'une difficulté et de mal-être, mais il faut aussi savoir au bout, parce que vous pouvez très bien vous plaindre du voisin parce qu'il parle fort, ça ne donnera pas l'objet d'un traitement judiciaire avec un procès, donc à la clé. Éventuellement une médiation, un rappel à la loi sur les autres. Donc, ça veut dire qu'au-delà des statistiques brutes, c'est quelles sont, je dirais, la manière dont ces faits sont traités et sont retenus. Mais il n'empêche qu'ils expriment effectivement une situation de mal-être et de difficulté à vivre ensemble, parce que justement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que contrairement à la Martinique où en 2009, après les événements, il y a eu une réunion générale où tout le monde s'est mis à table pour discuter, pour essayer de voir quelle Martinique on voudrait pour demain, en Guadeloupe, ça a été une débandade. Chacun a été de son côté, tout le monde a tiré la couverture à lui, tout le monde s'est opposé, et par conséquent, on n'a pas construit un intérêt commun. Et donc, plus encore, à cette période, au lieu de vivre avec cette communauté, ce sentiment d'appartenance commune, quelles que soient nos origines, nous sommes passés à une situation
ou dans laquelle nous nous méfions, y compris de nos propres frères et sœurs, parce qu'ils sont soit des collabos, soit des ennemis de l'intérêt et de la nation, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, je crois que ce qui est grave, c'est que ce mouvement en Guadeloupe a exacerbé les difficultés entre les êtres humains, a fait en sorte qu'ils ne puissent plus vivre ensemble, qu'ils ne se supportent plus, parce qu'il n'y a pas eu justement de réconciliation, d'échange et de mise à plat des difficultés où on pourrait se dire les choses. On peut ne pas être d'accord, mais on doit discuter. Là, on n'est pas d'accord, on ne discute pas. Et on voit d'ailleurs ce que ça donne donc, de façon extrême. Je veux un portable, tu ne me le donnes pas, je peux aller jusqu'à te tuer. Et donc on voit bien que cette espèce d'intolérance à la frustration, ce refus de l'autre dans sa différence, et le sentiment que tout le monde est un ennemi potentiel, et par conséquent, on se plaint de tous et de tout le monde, parce que on ne peut pas mettre en avant l'obligation et la nécessité de vivre ensemble, mais simplement son intérêt propre, et on se fiche de l'intérêt des autres, y compris quand c'est notre propre frère et notre propre sœur. Les réseaux sociaux, on donne l'impression qu'on est en contact, mais en réalité, les gamins sont très isolés. Et ça favorise ce renfermement et surtout cette rupture avec la réalité au quotidien. Quand ils passent à l'acte, je me demande s'ils se rendent même compte qu'il est dans la réalité. Alors, il y a effectivement une hypertrophie des réseaux sociaux. C'est que ces réseaux sociaux entretiennent cette illusion qu'ont tous les enfants d'être tout-puissants et par conséquent d'être incontrôlables. Et s'il n'y a pas une présence adulte pour les ramener à la réalité, pour leur rappeler que ça c'est le rêve, ça c'est la réalité, ça c'est permis, ça ce n'est pas permis. Donc pour remettre finalement de la réalité, de l'éducation et pour remettre l'enfant dans une bonne voie, ce qu'on appelait avant le droit chemin, pour lui permettre de savoir quelles sont les vraies valeurs et ne pas rester dans l'illusion qu'il connaît le monde. Comment vivre sur les conséquences de la violence? Parce qu'on parle toujours de violence, ça semble abstrait. Mais quand on perd un enfant, les survivants, les parents, les amis, les frères, les sœurs, c'est dur à vivre. Comment gérer cela? Alors, la première chose, c'est que toute mort brutale, plus encore à la suite de faits de violence, constitue une souffrance innommable pour la famille, au sens où elle a le sentiment que son enfant est parti trop tôt, qu'elle n'a pas été à ses côtés, qu'elle n'a pas pu le soutenir, qu'elle n'a pas vu ses derniers instants, et que par conséquent, elle est un peu dépossédée de quelque chose. Premier sentiment, donc, d'absence et de dépossession. Deuxième sentiment, un sentiment d'injustice. Les raisons pour lesquelles, pour parler de cette affaire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, les raisons pour lesquelles ce jeune adulte a été tué sont mineures. Sont dérisoires. Et par conséquent, les parents ont le sentiment quand même que cette perte a été quasiment pour rien et que leur enfant est réduit, la vie de l'enfant est réduite à un téléphone. Par conséquent, il y a une espèce de sentiment qu'on a enlevé l'humanité de l'enfant pour n'en faire qu'un objet de transaction. D'ailleurs, celui qui a pris le portable va le revendre quasi immédiatement pour une somme aussi dérisoire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. La troisième idée, c'est que pour la famille, il y a toujours le sentiment que leur enfant, je dirais, a été tué par une espèce de bourreau. Il y a un sentiment de colère qui peut aller jusqu'à la haine contre celui qui a causé la mort. Et d'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a une espèce de fatwa qui a été lancée contre cet adolescent, au point qu'on a dû l'incarcérer à l'intérieur de la Guadeloupe. Donc par conséquent, il y a un sentiment de haine et de vengeance qui se met donc en place, qui n'est pas d'ailleurs dit par les parents, qui est ressenti par eux, mais qui est dit par l'entourage et qui est relayé, et c'est ce qui fait finalement que ça crée un sentiment d'insécurité pour l'auteur des faits. D'accord? Mais il y a un sentiment effectivement de colère, il peut aller jusqu'à la haine. Alors donc ces trois sentiments qui arrivent de manière assez immédiate doivent faire l'objet d'une prise en charge et d'un accompagnement, de façon à ce que les parents puissent passer ce cap de souffrance extrême, sentiment de perte et du malheur qui les a frappés, pour continuer à vivre avec ce qu'ils ont gardé de cet enfant. C'est-à-dire qu'ils ont des expériences agréables avec lui, garder cette image, garder des photos, échanger sur ces moments-là, pour faire en sorte de garder une bonne image
des bons sentiments, des bonnes émotions à l'égard de leur enfant pour leur permettre de continuer à vivre avec sa perte. Parce que si ils ne gardent que l'idée que celui qu'ils aimaient est mort et qu'il n'y a plus rien à faire, ils partent vers le désespoir, vers la dépression. Ils peuvent eux-mêmes, je dirais, sombrer dans une dépression extrêmement grave. Donc il faut qu'ils cultivent les bons moments, les bonnes relations avec cet enfant pour se dire qu'effectivement, qu'ils l'ont perdu, mais que c'était un garçon avec lequel qu'ils aimaient, qui était adorable, qui était attachant, pour faire en sorte qu'ils puissent sublimer cette image de l'enfant dans un second temps, pour faire en sorte qu'il est presque un enfant donc idéal, mais ça les aide à continuer à vivre. Troisième phase, c'est qu'ils puissent revenir dans une phase de réalité, c'est-à-dire se rendre compte que leur enfant avait des qualités et des défauts, qu'il était taquin, qu'il était aussi, mais faire en sorte qu'ils reviennent dans une image plus juste de lui. Et c'est à ce moment que le véritable travail de deuil va commencer, c'est-à-dire remettre l'enfant dans sa réalité, en se rappelant des conditions dans lesquelles il est mort, sans faire le déni de cela, sans avoir de haine et d'amertume à l'égard de l'agresseur, sans rester, je dirais, dans un sentiment de culpabilité pour les parents de n'avoir pas été suffisamment présents, de l'avoir laissé partir, de lui avoir offert le téléphone, etc. C'est quand on passe justement à cette troisième phase où les sentiments sont beaucoup plus ténus, sont beaucoup moins marqués, que l'on peut commencer ce véritable travail de deuil. Vous savez bien, Monsieur Nussier, que ce travail est extrêmement difficile pour des familles qui ont subi ce genre de perte, ce genre d'agression terrible. C'est très difficile. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que l'environnement des familles qui sont touchées par ces drames, ces tragédies, doit participer à aider les familles? Par quels moyens, je ne sais pas, peut-être pourrez nous dire, à faire ce travail de deuil? Alors, je crois qu'il faut que l'entourage soit présent, puisse accompagner les parents, mais accompagner avec bienveillance, c'est-à-dire pas exacerber en disant mais de toute façon il faut que tu te venges, il faut absolument qu'il paie, etc. Là, on détruit la famille des gens donc en souffrant. Donc les aider, être présent pour eux, les écouter, les prendre dans les bras, leur manifester notre amour, notre attachement pour qu'ils aient envie, eux, de rester en vie et non pas de partir, parce qu'il y a toujours un sentiment presque suicidaire de disparaître aussi, parce que celui que l'on aimait est parti et que notre vie n'a plus de sens. Donc, être présent pour les accompagner. Il y a une phase que l'on évoque beaucoup moins, en tout cas simplement au cours du procès, c'est qu'il y a une confrontation entre la famille et l'auteur, qu'il puisse expliquer les conditions de son acte. Car c'est à ce prix aussi que le travail de deuil peut se faire, parce que, alors, bien sûr, c'est une explication dont la justice, oui, doit expliquer, je dirais, les faits dont on l'accuse, mais il y a surtout pour la famille la possibilité d'entendre les motivations de celui qui a fait cet acte, et d'entendre aussi, je dirais, la demande, le pardon qu'il peut exprimer à ce moment vis-à-vis des parents pour tenter de réparer en partie la peine qu'il leur a causée. La réparation se fait à travers une peine de prison, bien évidemment, à travers une indemnité financière, mais au-delà, il y a ce discours que l'on doit aux parents par rapport aux conditions dans lesquelles leur enfant est né, et il n'y a que l'auteur qui peut transmettre cette information pour expliquer son comportement, que les parents comprennent vraiment, je dirais, qui était leur fils à ce moment-là, ce qu'il a souffert pour mieux accepter l'idée de cette perte, même si on ne l'accepte jamais de manière totale, mais pour mieux vivre avec, je crois. Et cette confrontation entre l'auteur et la famille me semble extrêmement importante. Pas confrontation au sens du déchirement, mais qu'il y ait une explication, que les choses puissent s'apaiser, et aussi pour l'auteur, parce qu'il est important pour lui qu'il puisse expliquer son geste et s'exprimer auprès de la famille, parce qu'il se rend bien compte de ce qu'il a fait est extrêmement grave, et que si cela lui arrivait, ça aurait été quelque chose de dramatique. Donc il a besoin de parler de ce drame, justement, aux personnes auxquelles il a causé cette souffrance, pour qu'il reprenne quelque chose de l'ordre de son humanité, pour qu'il arrête d'être le monstre que tout le monde veut détruire, et que la famille, je dirais, a donc en horreur, parce qu'elle lui a infligé un drame insupportable.